crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella évidemment. Vous le savez, le vendredi c'est l'agenda culturel très subjectif de nos esprits critiques et ce soir il a une couleur très british avec au programme côté livre Les travers de l'Angleterre post-Blair et numéro 11 de Jonathan Coe. Dans la séance ciné de Xavier Affre, Daniel Blake du cinéaste Ken Loach au menu du festival Under My Screen. Et justement, ce festival, nous en proposerons un large focus en fin d'émission. Et avec moi ce soir, Marcel Petricciol, vous le savez, c'est notre libraire. Salut Marcel. Bonsoir Philippe. Xavier Affre, notre cinéphile. Bonsoir Philippe. Et l'un des piliers du festival du cinéma britannique Under My Screen, Mr. Florian Janil. Merci Florian d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs, toute l'émission, nous allons évoquer le festival du cinéma anglais. Mais avant, nous allons commencer avec vous, Marcel. Avec un auteur anglais. Et la littérature, les livres. Oui. Numéro 11 de Jonathan Coe aux éditions Gallimard. Vous me permettez de faire le pitch ? Je vous en prie. Rachel et son amie Alison, 10 ans, sont très intriguées par la maison du 11 Needless Alley et par sa propriétaire qu'elle surnomme la folle à l'oiseau. D'autant plus que lorsqu'elle aperçoit une étrange silhouette à travers la fenêtre de la cave. Et à partir de là, ça va s'enchaîner. Toutes les situations vont s'enchaîner. Plein de petites histoires. Alors pourquoi Jonathan Coe ? Parce que c'est l'auteur britannique par excellence. Puis parce qu'il y a une triple actualité le concernant. Un film qui va sortir, tiré d'un de ses romans, La vie très privée de Monsieur Sim, avec Jean-Pierre Bacry dans le rôle principal. Il vient de sortir aussi un recueil d'articles qu'il a écrit sur l'art, la littérature et la société anglaise, chez Gallimard, il faut absolument le lire. Et son 11e roman, numéro 11, où tout tourne autour du numéro 11. Pas toujours un chiffre qui porte bonheur. Notamment pas au ministre de l'économie, qui a été nommé 11 mai et qui habite 11 Downing Street. À partir de là. Alors Coe, là où il excelle, c'est quand il analyse la société anglaise. Il fait toujours ça dans tous ses romans, notamment dans son plus connu, c'est ce qu'il a fait connaître en France, Testament à l'anglaise, où là, c'était un focus sur les années Thatcher. Exactement. Sociologie des années Thatcher. Et ça, c'est vraiment du Jonathan Coe. Un regard sur la société anglaise, il excelle là-dedans. Alors celui-ci est divisé en 5 parties, qu'on peut presque lire séparément. C'est 5 histoires, et donc le fil conducteur à toutes ces histoires, c'est donc ces 2 jeunes filles qu'on va retrouver tout au long. Ça dure sur une vingtaine d'années. Alors on a l'impression parfois qu'on s'y perd un peu, mais on retombe toujours sur ses pattes, on retrouve toujours le fil narratif. Puis alors il y a tous les sujets qui sont abordés. Ça va être une floraison de sujets, d'intrigues. Ça va parler de télévision, ça va parler d'Internet, de nouvelles technologies, ça va parler d'injustice sociale. Bon, tout ce qui fait la littérature, le charme de la littérature anglaise. Je crois qu'avec ce roman, il a vraiment réussi à mélanger, mais pour une fois d'une façon vraiment excellente, la comédie et la mélancolie. On est vraiment là-dedans. C'est du très, très grand Jonathan Coe. C'est un de ses romans les plus mordants aussi, je trouve. Il y a vraiment, c'est la multitude de thèmes qu'il aborde, c'est assez impressionnant. C'est un génie narratif pour moi, ce bonhomme. Xavier, un génie narratif ? Alors, en général, ce que propose Marcel me plaît. Et alors là, comment dire, c'est peut-être... Allez, moi, je m'avance un peu plus loin. C'est sans doute l'un des meilleurs livres là, de l'année, un des meilleurs livres que j'ai lu depuis très longtemps. Ah oui. Puis alors, en plus, Marcel critique toujours certains magazines. Alors, fortement recommandé par Télérama. Vous voyez, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Hein. Tout arrive. Marcel et Télérama, bien sûr. Et non, mais... Moi, ce que j'ai les Inrocks, alors là, ça serait le summum. Je ne suis pas allé chercher jusque-là, cher Marcel. Parce que nous nous causons depuis longtemps, je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques stériles. Donc, non. Tant que ça. Donc, arrondissons les angles. Non, le livre est tout simplement génial. Moi, ce que j'aime beaucoup, alors évidemment, c'est le côté mordant, là, sur la société anglaise. Alors, du coup, ça me donne envie de lire fortement Testament à l'anglaise. Il faut lire Testament. Surtout qu'il y a des personnages que l'on retrouve dans le numéro 11. Et puis, c'est le style. C'est rocambolesque. Il y a plein de personnages. Alors, comme vous l'avez dit, on a l'impression d'être perdu. Puis en fait, on n'est pas du tout perdu. Moi, je trouve ça très, très virtuose. Honnêtement, je connaissais 2 noms. Et là, Marcel m'a donné... On se demande pourquoi ça n'a pas encore été adapté au cinéma. Ah oui. Franchement... Là, il y a quelque chose à faire. Et c'est un Français qui adapte pour la première fois. On donnait envie de le découvrir, cet ouvrage. Très, très envie. Cette description-là. Du festival, du cinéma anglais, britannique. Ouais, d'ailleurs, ça peut faire l'objet d'une adaptation. C'est Jonathan Coe
pratiquement dans tous ses livres. Alors, je n'ai pas lu celui-ci, mais il y a vraiment un style, vous avez appuyé sur le style narratif, mais il y a un style très cinématographique, chez Jonathan Coe. Et qui s'adapte parfaitement à l'humour anglais, à l'esprit anglais. On est un peu aussi... Quelques films de Ken Loach, on peut y revenir, où c'était ça, une satire sociale, mais en même temps, on rit aussi. Mais comme il y a ce côté très critique, très mordant, hein, quand même, c'est assez, pas dur, mais c'est violent hein, dans la critique, dans la satire, il faudrait un réalisateur pas trop mou, il faudrait quelqu'un qui ose. Hein. Il faut pas arrondir les angles, pour le coup. C'est-à-dire que ça serait dommage d'affadir voilà. Pour le coup, il n'arrondit pas les angles. Il faudrait un réalisateur tranchant, il ne faudrait pas affadir le roman, comme des fois ça se fait, c'est bien dommage. Qui faudrait pour adapter Jonathan Coe? C'est une bonne question. Vous répondrez à la fin de l'émission. James Bond. Sam Mendes, par exemple. Non, on a compris. Nous sommes d'accord. James Bond, un coup de cœur. Évidemment, on parle de cinéma anglais. Durant toute l'émission, on va l'aborder avec le Festival du cinéma britannique. Forcément, on évoque James Bond. Et on aurait pu ne parler de James Bond parce qu'il a été très rarement adapté en bande dessinée. Bizarrement, j'ai recensé 4 adaptations de films et une série sur 3 albums et c'est tout. Et là, enfin, c'est adapté, c'est une nouvelle, c'est tout nouveau. Et c'est un grand scénariste anglais qui l'adapte, c'est Warren Ellis, qui est connu pour sa série The Authority. C'est absolument excellent. Et là, il arrive à faire un James Bond qui colle parfaitement à celui de Ian Fleming, mais moderne. C'est-à-dire qu'il est à la fois... Il a de l'humour, il est charmeur, il est sadique aussi. Donc vraiment, il le remet dans un contexte moderne, ça lui va parfaitement. Il dépoussière un peu le mythe. Il y a plein d'archétypes que l'on retrouve. Il y en a qui l'inventent, il y en a qui détourne. C'est à la fois... Est-ce qu'il est brutal comme il est brutal aussi. Exactement. Exactement, il est très, très brutal. C'est un paradoxe, en fait, ce James Bond. Scénario excellent. Il va se battre contre ce qu'on appelle le Warg. On ne sait pas si c'est un homme, une organisation, mais qui veut mettre à mal toute l'Europe et donc bien évidemment la couronne britannique. Et je voudrais juste les dessins. Il y a des cadrages, il y a une séquentialité qui est absolument remarquable. Dans les scènes d'infiltration, dans les scènes d'espionnage, c'est encore plus puissant que ce que l'on peut voir au cinéma. Vraiment, visuellement, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Allez, puisqu'on parle de James Bond, on va un petit peu s'amuser et faire le tour. Vous verrez qui, vous, dans le rôle de James Bond? Et ne me parlez pas, s'il vous plaît, de l'espion russe Daniel Craig. Hein, parce qu'il y a tout l'espion russe, Daniel Craig, que les choses soient claires. Un petit côté Poutine. Alors, qui vous aimeriez bien voir interpréter James Bond? Honnêtement, je vais honteusement voter en James Bond. Xavier, ne sert à rien quand on parle de James Bond. Alors, qui pourrait interpréter James Bond? Alors, qui pourrait... D'accord. Là, Christian Clavier. Non, Clive Owen. Clive Owen ferait un très bon James Bond. Il a ce côté brutal, un petit peu Sean Connery. Moi, je milite pour Clive Owen. D'ailleurs, #PL20H, Clive Owen, pour incarner le rôle de James Bond. Allez, on va passer au film, parce que je sens de l'énergie sur ce plateau. C'est débordant, je suis une merde. Le cinéma, avec I, Daniel Blake, du cinéaste Ken Loach, qui est au menu du festival britannique Under My Screen à Ajaccio. Alors, qui passe plusieurs fois, hein, d'ailleurs, je ne sais pas le contrôle de tous les films dont on va parler ce soir, vous pouvez consulter les horaires, les jours sur le site du festival britannique d'Ajaccio, Under My Screen, le site undermyscreen.com. A été incontournable de parler de Ken Loach, qui est quand même l'un des films phares de la sélection. Il y en a d'autres, bien entendu, mais le Ken Loach, c'est la Palme d'Or, donc bon, même si je sais que Marcel a beaucoup de réticence vis-à-vis des Palmes d'Or, là, pour le coup, ça vient saluer. Alors, avec un petit bémol peut-être. Un petit bémol, parce que la Palme d'Or vient sans doute saluer une carrière, un engagement, plutôt que le film. On rassure les spectateurs, le film est bon. C'est un bon Ken Loach, c'est peut-être pas son meilleur, mais après tout... Je suis d'accord avec Xavier pour une fois. Voilà, oui. Tout arrive, cette émission, c'est l'esprit anglais. C'est ça, oui. Voilà. Et puis nous sommes dans la semaine où on arrondit les angles. On est toujours unis, vous voyez. Donc, ce film de Ken Loach, moi je l'aime bien quand même, parce que je le trouve assez émouvant, assez juste. Bon, c'est un peu la marque de fabrique de Ken Loach, de toucher toujours juste. Et puis, à l'heure, vous savez, où on parle de ce libéralisme, de ce capitalisme, où on veut supprimer des centaines de milliers de fonctionnaires, cette actualité évidemment brûlante, Ken Loach, lui, il est là pour appuyer là où ça fait mal. Alors probablement, si on l'interroge, Ken Loach, il n'avait aucun candidat à la primaire qu'il ne soutiendrait, bien entendu. Vous pensez qu'il n'aime pas trop Fillon, Ken Loach? Non. Mais je pense qu'il n'en aime aucun. Voilà, il les connaît même pas, les autres, sans doute. Donc, non. Par contre, lui, évidemment, a toujours été très à gauche, et son cinéma est un cinéma qui défend la classe ouvrière. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant à Cannes, il était à Cannes, il répondait à des interviews et il parlait de la classe ouvrière. Il doit être le dernier cinéaste au monde à parler de classe ouvrière.
Peut-être Godard des fois, mais Godard, on le comprend plus depuis des Non, mais années. Godard, Donc, c'est sans doute le dernier cinéaste, alors marxiste, je me méfie des mots, mais quand même, c'est ça. Il y a un peu de ça chez lui, à travers cette histoire. Donc, Qui croit à la lutte des classes. Voilà, vous avez raison de comparer ça. d'un menuisier qui a une cinquantaine, enfin qui est plutôt à la fin de sa carrière, mais qui en fait a un problème de santé, il doit s'arrêter de travailler. Et là, Ken Loach va nous montrer l'idiotie de la bureaucratie anglaise, la froideur, puisque en fait, on va lui demander de chercher du travail, sinon il ne trouve plus les allocations, alors que son médecin lui interdit de travailler. Donc on est absolument dans l'absurde. La scène inaugurale du film, et à ce titre, moi je la trouve extraordinaire, c'est la meilleure scène du film, forte, donc je ne la dévoile pas, mais il faut aller bien sûr la voir, c'est immédiat. Et puis, l'acteur qui joue le personnage principal, alors il a toujours la classe de trouver des acteurs. Dave Jones, parce que c'est pas un acteur connu. Vous savez pourquoi je regarde? Parce que Ken Loach ne prend jamais d'acteurs connus dans ses films. Donc ça aussi, c'est extraordinaire. Il a révélé des acteurs. Est-ce qu'on se rappelle de Peter Mullan, qui n'était pas connu et qui maintenant a fait une carrière qui est extraordinaire? Eh bien, Dave Jones est à ce niveau-là, à mon avis, dans ce film, où on voit des scènes difficiles. C'est-à-dire la misère, évidemment, ça, on n'a pas forcément envie de la voir, mais il faut le voir. Et alors, plus que Snowden, par exemple, c'est un vrai lanceur d'alerte, là, Ken Loach, qui nous rappelle que quand même, dans ce monde inhumain, misérable, où on s'intéresse qu'à l'argent, au libéralisme, il faudrait qu'on s'intéresse un peu à l'entraide sociale et aux gens, mais vraiment, c'est-à-dire pas faire semblant comme certains dans les discours et puis ne plus s'en occuper après. Voilà. Alors je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que allez-y, c'est indéfendable. J'aime beaucoup Ken Loach, mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment que son cinéma est toujours le même, teinté d'anti-thatchérisme, teinté de critique, parfois à la limite du caricatural? Je ne veux pas me faire que des amis. Concernant le libéralisme, voire l'ultralibéralisme, je ne sais pas d'ailleurs si je dois prononcer ce mot tellement il devient un mot. Oui, exactement, c'est un gros mot. Est-ce que c'est pas tout le temps le même film que nous propose Ken Loach? Je trouve pas. Je me fais le... On peut comprendre cette critique parce que c'est vrai que c'est sa patte. On parle de cinéma à la Ken Loach. Ce réalisme social, c'est sa marque de fabrique. Mais à côté de ça, il le fait bien. Après, pour aller dans le sens de Xavier et de Marcel, c'est vrai qu'on peut le considérer peut-être pas comme son meilleur film, mais il tombe à un moment dans la société, notamment dans la société britannique, où il prend encore plus son sens. Là, on est vraiment confronté à l'humain, aux difficultés auxquelles il peut être confronté. Et donc, à ce niveau-là, je trouve que ça peut paraître comme une caricature, mais pour moi, on en a besoin. C'est-à-dire qu'ils sont très rares. On a essayé d'imiter Ken Loach. Il y a pas mal de réalisateurs qui ont essayé d'avoir cette patte, mais sans succès. C'est l'un des rares. Et je pense qu'avec son fils, Jim, la relève est assurée. Marcel, le film? Le film, moi, je l'ai dit, c'est peut-être pas son meilleur, mais j'ai aimé. De toute façon, je souscris à chaque fois à ce que fait Ken Loach. Je croyais que je vous allais souscrire à ce que je fais à chaque fois. Non. Faut pas pousser quand même, Mon flingue britannique. Oui, vous impose le silence. Exactement. Pourtant, j'ai été gentil avec vous. Ken Loach, juste une question concernant la programmation. Oui. Quand il y a Ken Loach qui sort un film, forcément, vous vous dites on le programme, ou quand même, ça va être en fonction du sujet? Souvent, c'est un événement. Parce que, d'accord, il sort quand même des films pratiquement assez régulièrement. 2 ans, c'est ça, Xavier. Après, il faut avouer que le thème nous interpelle en particulier. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce que Ken Loach va sortir un film qu'on va forcément l'intégrer. Mais étant donné que c'est l'un des réalisateurs phares du cinéma britannique, on est quand même attiré. Et la thématique est aussi essentielle. Puis même pour un festival, ça attire du monde aussi. Mais c'est fait de ce que dit Marcel est très juste d'ailleurs, concernant Ken Loach. C'est un cinéma exigeant, mais aussi populaire. Ken Loach fonctionne bien, c'est ça sa force. Dans la tradition du vrai cinéma social anglais, parce qu'il y a une vraie tradition aussi, de réalisateurs avec Ken Loach qui ont travaillé. Et ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait juste, mon cher Philippe, puisqu'à Cannes, on entendait cette réflexion. Et évidemment, alors vous imaginez, c'est toujours pareil, Ken Loach fait toujours le même film. Alors là, je vais me faire l'avocat d'un cinéma que d'habitude je ne défends pas. Ce cinéma où il n'y a pas d'effet de caméra, où il n'y a pas de mise en scène extraordinaire, parce que Ken Loach est un bon metteur en scène. Mais c'est clair que je ne vais pas vous parler de plans extraordinaires, mais ça n'a pas d'importance. Là, il ne s'agit pas de chercher un film d'auteur thaïlandais au demeurant formidable, mais là, ce n'est pas le cas. Vous comprenez bien que là, le sujet n'est pas là. Et ce qui est intéressant, c'est ce côté humain. Donc, on balaye un peu toutes ces critiques. Des gens qui sont à Cannes, on se demande ce qu'ils attendent à chaque fois, finalement, la nouveauté absolue. Même des fois, ça ressemble à rien. Mais voilà, donc là, Ken Loach, moi, je trouve que, là, pour le coup, la Palme d'Or de George Miller, avec le recul, je l'avais un peu critiqué il y a quelques temps, même ici.
Et je suis en train de me rendre compte, plus le temps avance, plus la politique avance, que ce soit chez nous ou ailleurs, et finalement, c'est une vraie palme d'or. Là, on assiste à un événement. Parfois, Xavier qui revient. peut avoir tort et peut reconnaître Dieu qu'il sait a que j'en ai eu voulu tort. en plus à George Miller. Hein, C'est vrai. Voilà. Deuxième film, alors là peut-être que le réalisateur est un peu plus virtuose en termes de mise en scène. David Mackenzie, Comanchery. Alors oui, ça aussi, c'est un film qui était projeté à Cannes, à la section Un certain regard. Donc là aussi, c'est un film qui est un peu réveillé, parce qu'il y avait pas mal de films intéressants à un certain regard, mais des films difficiles. Celui-là l'est aussi, à la fois c'est un film ambitieux, exigeant, parce que c'est à la fois sur les codes du western, du film de braquage, de gangster, presque un film social aussi. Donc ce sont deux frères en fait qui braquent des banques au Texas. Et alors, ironie de l'histoire, ils braquent la banque. Ils braquent la banque, oui, c'est mieux. Ils braquent les banques parce qu'en fait, ils doivent conserver la propriété familiale et ils ont envie, pour rembourser les dettes, de payer la banque avec son propre argent. Donc là aussi, évidemment, critique un peu du capitalisme, surtout, hein, quand même, là aussi dans ce film. Alors moi, où j'ai un petit bémol sur le film qu'il faut voir, hein, quand même, parce que c'est un très bon film, c'est peut-être que le film était tellement ambitieux qu'on n'arrive pas à la hauteur, je pense, de l'ambition, hein, c'est-à-dire au départ. Mais les acteurs sont bons. Jeff Bridges est extraordinaire. Jeff Bridges est toujours mais là, pour le coup, c'est une prestation, je trouve, étonnante. Les acteurs aussi, d'ailleurs. Hein, c'est Chris Penn, je crois, faut vérifier. Ouais. Et Ben Foster, qui sont extraordinaires. Comanchery. D'ailleurs, Mackenzie, le réalisateur, ça a été l'un de nos invités. Donc voilà, forcément, on a un petit coup de cœur en plus par rapport à lui. Mais c'est vrai que par rapport à ce film, au risque qu'il a pu prendre, parce que c'est quand même un code particulier, voilà, ce mélange avec ce type de film de western, on a été de suite séduits. C'est Chris Pine. Hein, Chris Pine. Voilà, que je me trompe. Tout à fait. On a été de suite séduits parce que voilà, il a su s'entourer encore d'acteurs magnifiques. Il a su délocaliser en se dirigeant vers l'Amérique. Et là, on voit que, pour nous, David Mackenzie représente vraiment un renouveau du cinéma britannique. On parlait tout à l'heure de Ken Loach, qui est vraiment précurseur et qui représente un certain type de cinéma. Mais David Mackenzie, qui touche lui à tous les genres, c'est vraiment intéressant. Marcel, David Mackenzie, Comanchery, Jeff Bridges. J'imagine que Jeff Bridges, forcément, ça doit vous parler. Hein. Ben voilà, moi c'est ce qui me parle. Ben voilà. Le réalisateur, je ne connaissais pas, mais dès qu'il y a un film avec Jeff Bridges, je fonce. Vous foncez. Ben oui, forcément. Et à signaler l'écriture, parce que c'est important aussi, hein, le scénario. Tyler Sheridan, c'est celui qui a écrit Sicario, donc c'est pas n'importe quoi non plus, qui est un film aussi très très intelligent. Puis là, c'est l'Amérique profonde, hein, il le dit, il a voulu quand même essayer de faire une espèce de tableau de l'Amérique profonde, c'est au Texas. Cette Amérique qui a voté majoritairement il n'y a pas très longtemps pour Trump, mais on comprend un peu pourquoi quand on voit le film, évidemment. Il ne faut pas de... Oui, aussi le Texas. Oui. Non, ah oui, le Texas, mais pas l'Amérique qui a voté majoritairement pour... L'Amérique profonde. Profonde. Ah oui, je suis pas sûr. Je suis pas certain aussi. Oui, si, l'Amérique profonde. Oui. Trump. Ah ben oui, c'est vrai que le film là est intéressant. Allez-y, parce que depuis tout à l'heure en coulisses, vous n'arrêtez pas de nous dire j'ai envie de parler un peu de politique, j'ai envie de rentrer là. Allez-y, lâchez les choses. Non, mon cher ce qui Xavier. m'intéresse, c'est le Texas. Là, Ne soyez pas frileux parce que les caméras sont mises au rouge. Mais vous inquiétez pas, je suis pas frileux. Non, j'allais dire ces caméras, vous me faites perdre la tête. Ce film est pour ça intéressant, mais c'est pour ça que je trouve aussi qu'il manque. Il y a un petit décalage entre l'ambition qui était vraiment très haute et le résultat qui est plus qu'honorable. Hein. Entendons-nous bien, c'est un film vraiment, il faut absolument voir. Voilà, mais je pense qu'il manque quelque chose peut-être. Alors je sais pas comment le dire. Pas dans la mise en scène, hein, qui est remarquable, mais un souffle. Est-ce qu'il manque pas un souffle dans le film un peu plus épique? Quand on parle de western, on en a tous en tête aussi des grands films. Dans le dernier, peut-être plus grand western. Je vais vous faire plaisir. Clint Eastwood, impitoyable. Ah oui. Donc il manque peut-être quelque chose. Bon, évidemment, il faut aller voir Comanchery au festival. Il faut aller voir tous les films du festival du cinéma britannique. Et c'est ma transition vers vous. Et pour parler un peu plus amplement de ce festival, ça y est, il commence à prendre un véritable rythme de croisière. Hein, déjà, sur Ajaccio. Oui, tout à fait. Déjà, on revient à notre formule de base. C'est-à-dire qu'on est sur 9 jours. On propose 21 films, 5 avant-premières. Donc, et beaucoup d'invités. Ça aussi, on est très fiers que le public ajaccien puisse rencontrer des réalisateurs, des producteurs. Il y aura également des membres d'autres festivals, dont le festival de Dinard et celui de Nîmes. Donc voilà, tout au long de la semaine,
pour moi, on est vraiment dans le cas d'un festival. C'est-à-dire qu'il y a du film, projection de film, mais il y aura aussi des rencontres. Combien de films sur... 21 films. 21 films. 21 films diffusés sur un peu plus d'une semaine. Les autres années, l'année dernière, l'année d'avant, c'était sur un week-end. Un long week-end. Un long week-end, c'est ça. Voilà, c'est ça. Là, vous augmentez, vous revenez à vos premières programmations où ça durait plus longtemps. Il y a toujours les rencontres avec le public. Vous organisez toujours ces rencontres avec le public? Ah oui, tout à fait. Mais déjà, dans la mesure où là, voilà, on a nos invités, ces réalisateurs, on va organiser des débats à la fin des projections. Il y a également des discussions qui sont faites avec les élèves à la fin des projections lors de nos séances scolaires, qui sont le matin et en début d'après-midi. Donc oui, pour nous, c'est essentiel, parce que sans le public, ça fait un petit peu cliché de le dire, mais sans le public, on pourrait pas exister. Et c'est toute une équipe de véritables cinéphiles. Alors nous connaissons particulièrement bien l'une des organisatrices de l'événement, Sylvie Pellegrini, qui a fait partie de l'équipe d'une ancienne émission, il y a très très lointain dans une autre galaxie, et qui s'opposait souvent à Xavier Affre d'ailleurs. Mais voilà, il y a une diversité en tout cas. Plus sérieusement, il y a une diversité d'opinions, de points de vue entre toutes les équipes. Tout à fait. Là, les 4 membres du festival, que ce soit Jean-Paul Philippine, vice-président, ou Marie-Diane Leitch, on a vraiment des avis, et tant mieux, différents. C'est-à-dire ce qu'on retrouve dans la programmation. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de consensus mou, qu'on parle de... en bonne chose. Politique, mais c'est une bonne chose. Tout à fait. Et donc à partir de là, du coup, notre programmation se dessine avec des thèmes très variés. Est-ce qu'il y a... alors, je ne vais pas vous demander de proposer un seul film, évidemment. Si, je vais le faire. Alors, voilà. Ah, si. Et voilà. Si. Donc, à chaque fois, voilà, j'hésitais. Là, moi, j'ai mon coup de cœur cette année. Outre Sing Street, qui, je pense, va vraiment faire... sorte de petit raz-de-marée parce qu'il est magnifique. Bon, il a été plébiscité dans un bon nombre de festivals, dont Dinard, où il a reçu tous les prix, publics, professionnels. Mais pour moi, mon petit coup de cœur, c'est Burn, Burn, Burn. Alors, ce film, qui est une avant-première, c'est un vrai road trip tragicomique. C'est-à-dire qu'on peut passer du rire aux larmes d'une scène à l'autre. Et je pense que c'est une première réalisation. Et je pense qu'il a tous les codes du cinéma britannique. C'est magnifique sur un thème tragique, parce qu'il faut le rappeler, le pitch de l'histoire, pour faire vite, c'est à la suite du décès d'un de leurs amis, 2 filles reçoivent en testament une cassette vidéo où cette personne, leur copain, leur demande de faire le tour de la Grande-Bretagne, à des endroits sacrés. Et donc à partir de là, elles vont se retrouver, se chercher, et c'est vraiment un thème très très touchant. Un road trip à l'anglais, ça donne forcément envie, ça, forcément, mon cher Xavier. Quelques mots, Xavier, sur le festival de manière générale, vous, le cinéphile de Pendant le 20h. De toute façon, le cinéma anglais est un cinéma important. Alors c'est bien que ce cinéma soit apparu sur Ajaccio, parce que on n'avait pas un peu oublié le cinéma anglais, mais c'est vrai qu'on disait beaucoup Ken Loach, et c'est vrai qu'on découvre finalement une pépinière derrière de cinéastes importants, de jeunes cinéastes, qui est leur c'est une traversée du désert du cinéma anglais. Voilà, aussi, mais de jeunes cinéastes et de cinéastes plus confirmés. Je pense à Stephen Frears, parce qu'il y a un film qui passe là, qui est très bon d'ailleurs, Florence Foster Jenkins, meilleur que le Marguerite de Xavier Giannoli. J'étais sûr qu'il voilà, parce que vous avez parlé de Sylvie, avec Hugh Grant qui est très bon. Très bon. Il y en a un autre qui est très bon. Ça va vous faire plaisir, mon cher Philippe. Si je vous dis Big Bang Theory. Simon Elbert qui joue le rôle du pianiste et qui est très très bon. Voilà une des raisons pour aller voir, notamment le film. Je suis persuadé que votre festival sera couvert par un nouveau blog, un nouveau site internet d'information culturelle, de décryptage des tendances. Il s'appelle Brainstorming et Second Degré. Il est signé Didier de Jordan. Il y a de l'humour, il y a une dimension très irrévérencieuse. Vraiment, il a un côté décalé. Et j'informe le téléspectateur que Didier de Jordan, qui est dans les coulisses, qui est dans son coin là, voilà, merci la caméra de Pauluccia, notre réalisateur, qui est en train de capter le sourire. Oh voilà, ce sourire éclatant. Ce sourire Didier de Jordan, le brainstormer, sera dans l'équipe de Pendant le 20h le vendredi. Il viendra donner son avis sur les films, les livres. Il viendra débattre avec Xavier, autant dire qu'on sera jamais d'accord. Avec Marcel, c'est sûr. Je suis tellement content vous pouvez qu'il être arrive. certain, exactement.
vous pouvez être certain qu'ils ne seront d'accord sur rien, évidemment. Il apportera sa plume parce que, honnêtement, et ce n'est pas parce que c'est quelqu'un que nous apprécions dans l'équipe, parce que son site vaut la peine, brainstorming-second-degré.com, c'est drôle, vraiment pétillant, il y a de véritables chroniques, y compris politiques, il faut aller découvrir ce site. Et de toute façon, vous découvrirez, ceux qui ne le connaissent pas, Didier dans l'émission, il a un profil Facebook qui est ouvert, j'espère qu'il est ouvert, à moins que je dise une grosse bêtise, mais en tout cas, voilà, il a un profil Facebook, il faut aller découvrir. Et très actif, très très actif, évidemment. Voilà, donc il sera l'un des membres de l'équipe de Pendant le 20h. On va lui réserver un bel accueil. Exactement, mais plein de surprises. Merci à tous les trois. Florian, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Toutes les horaires du festival sont sur le site internet du festival Under My Screen. Et évidemment, il faut y aller. C'est fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Merci mon cher Marcel, merci mon cher Xavier. Je vous dis à vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à lundi, même lieu, même heure, pendant le 20h évidemment. Merci beaucoup.